Salut tout le monde et bienvenue au podcast Les vraies affaires zéro bullshit. Ici Roch Cholette. Merci beaucoup d'être là aujourd'hui. Ça fait du bien, un petit peu de pluie, j'imagine, pour vos gazons, vos potagers, vos fleurs, vos plates-bandes, etc. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu ça. C'est bon pour les terrains de golf aussi, parce que ça commence à être sec, j'ai l'impression. Bien que ça fait longtemps que je n'ai pas joué, ça me manque énormément, mais coudonc, hein, c'est ça, vieillir. Je veux vous redemander de partager le podcast, de vous abonner à la chaîne, bien sûr, et aussi d'interagir si vous inscrivez l'indice du jour à la fin du podcast, quand je vais le mentionner, vous l'inscrivez dans la section commentaires sur la chaîne Les vraies affaires zéro bullshit, vous pourriez gagner 100$. On fait se tirer ça dimanche. L'autre chose, n'oubliez pas qu'on a des produits dérivés. Je vous montre notre nouvelle casquette, des produits dérivés que vous pouvez acheter sur le site web lesvraisaffaires0bullshit.com, tout ensemble. Et dans la section boutique, vous allez avoir toutes sortes de produits. C'est cute. C'est pas très dispendieux. Vous avez une livraison à domicile. Vous allez être capable d'arborer notre logo. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre partenaire d'affaires de cette semaine, Roch Saint-Jacques de Remax. Le hasard fait bien les choses, vous savez, quelquefois. Est-ce que vous avez écouté TVA? Ça fait deux fois qu'on mentionne qu'il y a des épisodes le soir, des reportages concernant le marché immobilier qui est fou, puis qu'il y a des gens qui n'ont pas de belles expériences, là, des vendeurs qui n'ont pas de belles expériences, parce qu'ils sont bousculés dans la vente, parce qu'ils vendent, puis finalement ils se retrouvent devant rien, malgré le fait qu'ils font un peu d'argent, mais c'est pas suffisant pour se reloger, c'est pas suffisant pour les mises de fonds, etc. D'où l'important d'avoir de bons conseils et d'avoir quelqu'un qui travaille pour vous, pas pour sa poche. Parce qu'un courtier qui vient et qui dit « Hey, ta maison vaut cher, je suis capable de la vendre », ça, là, il y en a 13 à 12 ans. Ça, c'est facile de trouver ça. Un courtier qui pense que ta maison, c'est de l'or en barre. Parce que dans un marché de vendeurs, tout se vend, puis à de bons prix. La question, c'est « OK, mais tu fais quoi après? » Alors, tout ça pour dire que ça prend quelqu'un de confiance, puis que tu es convaincu, lorsque tu utilises un service d'un professionnel, que le professionnel travaille pour toi. Pour toi, dans ton intérêt, que tu sois vendeur ou que tu sois acheteur. Pas dans l'intérêt de je veux m'acheter un plus beau char, puis je veux flasher sur les médias sociaux, puis je veux montrer que je suis le meilleur vendeur parce que j'en vends beaucoup. C'est tout correct, ça. Puis il y a d'excellents courtiers, puis ils sont nombreux qui sont excellents. Mais comme dans toute chose, je vous parlais de mon médecin hier qui n'avait échappé une. Il doit y avoir des courtiers qui doivent échapper de temps en temps. Moi, j'ai confiance en Roch Saint-Jacques, je voulais vous le dire. Et utilisez donc quelqu'un en qui vous avez confiance, puis que vous avez un sentiment qui va travailler pour vous. Voilà. Aujourd'hui, en parlant de quelqu'un en qui avoir confiance, je veux vous parler de Christian Dubé, et donc le ministre de la Santé, et du point de presse d'aujourd'hui. Et je veux vous dire d'entrée de jeu, là, si vous commencez à écouter le podcast, je vous invite à écouter jusqu'à la fin. Parce que ça va sembler que je dis quelque chose et son contraire dans le même podcast, sur le même sujet, alors que ce n'est pas le cas. Mais vous allez peut-être, si vous ne portez pas attention, vous allez sortir du podcast aujourd'hui en disant « coudonc, qu'est-ce qu'il dit, Roch, là? Il souffle le chaud et le froid. » Et vous allez voir, pas tout à fait. Parce que, vous savez, en politique, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir. Alors, dans la même chronique aujourd'hui, je vais parler du blanc et je vais parler du noir. Alors, je veux vous parler du bilan de vaccination. Il y a eu un point de presse aujourd'hui. M. Paré, le responsable de la vaccination, M. Dubé, le ministre de la Santé, puis le Dr Arruda. On a expliqué aux gens aujourd'hui, c'était pas très compliqué comme message, mais on a expliqué aux gens aujourd'hui qu'au Québec, on était rendu 7 millions de vaccinés, dont 1 million de personnes avaient reçu la deuxième dose. On nous a expliqué comment ça c'était bon, c'est vrai par rapport aux stats ailleurs au Canada, c'est très bon. Puis, qu'il y a peut-être un groupe d'âge qui performe très bien à ce temps-là, les jeunes, 12-17, qu'on a plus de problèmes avec les 18-39, bon, puis qu'il fallait faire une offensive pour ça. Mais ce push-là, cet appel à l'action-là, à la vaccination, moi, j'ai trouvé que ça se faisait dans le respect. Puis,
ce que je comprends, moi, c'est que c'est toute une organisation qu'on a réussi. Imaginez, là, quand on a commencé à parler de cela, je veux vous rappeler, qui l'eût cru? Qui l'eût cru qu'au Québec, avec le réseau de la santé affaibli que l'on avait, après la première vague meurtrière que l'on a connue, en CHSLD notamment, comment c'était un réseau notamment affaibli à cause de la pénurie de personnel, la fatigue du personnel, etc., des équipements désuets. Bon, et semble-t-il là, que c'était un réseau qui avait été laissé en lambeaux par Gaétan Barrette. Qui eût cru que nous étions pour être pardonnez-moi, et que toute cette opération-là était tributaire non pas seulement de notre propre organisation, puis notre propre capacité, mais tributaire des doses qu'on recevait d'un corps qu'on ne contrôlait pas, qui était le fédéral. Pas une question de je les achète pas, je suis allé à la bonne place magasiner, c'est le fédéral qui achetait ça. Alors, considérant ce contexte-là, qui eût cru que pour le 24 juin, on était pour avoir une première dose de tout le monde? Je vais vous dire quelque chose, on était très nombreux à être sceptiques, surtout quand on comprend la lenteur du réseau de se revirer de bord. Comment, écoute, appeler pour parler à un professionnel de la santé, c'est compliqué. J'ai pas de médecin de famille, t'attends des heures à l'urgence, à l'ouette. Pourtant, on est obligé de constater que la vaccination, l'opération vaccination a été un franc succès. De façon générale, de façon globale, avec des écueils, avec toutes sortes de petits problèmes, mais la vaccination a été un vif succès, tant au niveau de l'efficacité, de l'organisation, du système informatique, la capacité de jouer avec Clic Santé, puis moi, je pense qu'il faut reconnaître ça. En lien avec ça, pensez-vous 2 minutes que ça aurait été possible si le ministère de la Santé était resté dans les mains de Daniel McCann? Non. Moi, je crois pas ça. Mais pas pantoute. Ce que ça me dit également, c'est que le geste très, très osé et risqué du premier ministre l'an passé, de changer son capitaine, de changer son ministre de la Santé, sa ministre de la Santé pour un homme, pour Christian Dubé, ça a été probablement le meilleur geste en pandémie de ce premier ministre-là. Il a fait bien des affaires, là, puis il en a fait des bonnes, puis des moins bonnes, mais son meilleur move, là, high road, high level, là, ça a été de dire, OK, je regarde ça aller, là, on a une première vague épouvantable, on a une deuxième qui s'en vient, je peux pas vivre avec Daniel McCann. Puis, je vais en garder, là, pour pas ajouter l'insulte à l'injure, là, mais je vais y enlever son plus gros ministère, puis je vais l'envoyer, honnêtement, se reposer en pré-retraite, là, pour s'occuper de l'éducation postsecondaire, là. Puis elle a de l'air à détester sa job, puis elle n'a pas de l'air, tu sais, la femme la plus dynamique sur la Terre. Alors, la première chose que je voulais dire, c'est que le geste le plus important en pandémie, le geste pandémique le plus important pour François Legault, moi je pense, ça a été de changer son capitaine dans l'équipe, puis de lui donner le ministère de la Santé, qui est, à mon sens, la job la plus difficile au Québec, après celle de premier ministre, là, la job la plus difficile au Québec, peut-être même avant, c'est la job de ministre de la Santé. C'est un immense réseau. C'est un réseau hyper syndiqué et revendicateur. C'est un réseau qui dépense déjà 50% du budget d'opération du gouvernement du Québec. C'est un réseau qui vit avec des professionnels de la santé qui sont défendus par des syndicats de médecins extrêmement puissants, qui, par définition, notamment au niveau infirmier, a l'assentiment ou l'oreille de la population. T'sais, on est sympathique à la cause des préposés aux bénéficiaires, sympathique aux infirmières, puis on vénère nos médecins. Alors, c'est un beau cocktail pour dire c'est dur à gérer, ça. C'est dur à gérer ce réseau-là. Puis,
M. Dubé a réussi donc à maintenir le réseau à flot. On a évité les pires impacts de la deuxième vague, mais surtout d'organiser une première, une campagne de vaccination aussi importante que celle-là. Et ce qui a confirmé, donc, la place prépondérante de Christian Dubé dans la hiérarchie gouvernementale. On aurait été nombreux à pouvoir penser, lorsque le gouvernement a commencé ses premiers pas, à penser que c'était Simon-Jolin Barrette, c'était Geneviève Guilbeault, qui étaient les têtes d'affiche de ce gouvernement-là, et les hommes et femmes fortes du gouvernement, sans enlever leur rôle, qui est un rôle important, mais honnêtement, le Québec est plutôt dirigé, je dirais, il est dirigé en termes économiques par M. Fitzgibbon qui n'est plus là, mais qui est toujours des coulisses, puis il va revenir. Donc, l'homme fort économique, c'est là. L'homme fort social, c'est Dubé, avec la santé. Et l'homme fort valeur et langue, bon, c'est Simon-Jolin Barrette. Donc, c'est très important comme organisation de reconnaître que Christian Dubé, avec tout ce qui est arrivé, est maintenant un homme fort, un incontournable de ce gouvernement-là, un très proche de François Legault. Puis mon bilan, c'est une chance qu'on a changé de ministre, honnêtement. Ce que ça me fait dire aussi, c'est que je trouve qu'il y a un disconnect entre, je vois les chiffres, là, 7 millions de Québécois vaccinés, puis ça continue, puis là, les jeunes, puis 1 million, une deuxième dose, puis là, ça continue, puis là, on pousse pour ça, puis on est en train de raccourcir les délais. Je vais vous parler de ça dans une minute. Et je vois donc un assentiment ou un buy-in, une approbation de la population à ce plan-là. Je vois que les Québécois embarquent là-dedans. Embarquent là-dedans pour différentes raisons. Il y en a qui embarquent dans l'histoire de la vaccination parce qu'ils y croient. Moi, je suis là-dedans. Il y en a, ou une ou plusieurs raisons. Il y en a qui disent, mais moi, je veux protéger les gens autour de moi. Peut-être pour moi, je n'y crois pas tant que ça, mais j'ai ma mère, je vois ma mère, puis bon, etc. Je veux le faire pour les proches, les gens que j'aimais ou que j'aime. Deuxième raison. Troisième raison, c'est que je ne veux pas me fermer de porte. Je veux m'assurer ma liberté. Puis là, si jamais ils m'imposent des vaccins, si je veux aller aux États-Unis ou aller dans le Sud ou aller en Europe ou aller au Japon ou aller peu importe, je veux avoir la possibilité. Tu sais, je veux pas qu'on me ferme des portes à l'étranger parce que je suis pas vacciné. Ça peut être la troisième forme. Mais peu importe pourquoi, la majorité des Québécois ont dit oui, je veux. Puis la quatrième raison, en passant, c'est que ça contribue à nous sortir de ce pétrin-là. Si on atteint un taux de vaccination de 75 %, on nous informe qu'on va arriver donc à des libertés plus grandes si on est capable d'atteindre un seuil, un taux de vaccination. Peu importe la raison qu'on choisit, il y a quand même beaucoup de Québécois qui ont adhéré à ce principe-là. Et c'est drôle quand je vous dis qu'il y a un disconnect. Quand je regarde les médias sociaux, entre autres, vous êtes nombreux à m'écrire là, sur mon commentaire, puis vous pensez que je compte ça. Écoute, je suis tout sauf le complotiste. C'est pas parce que je critique certaines mesures, puis je trouve qu'il y a de l'incohérence, que je trouve que ça n'a pas de bon sens le vaccin. Je vous le répète, là, si vous me comprenez mal, là, écoutez-moi bien, là. Tu sais, la gang d'acharnés, là, puis de la mort aux dents, là, puis les complotistes, puis les anti-masques, écoutez-moi bien, là, vous êtes dans l'erreur. Correct? Vous pouvez m'écrire toutes les études que vous voulez, puis c'est épouvantable ce qu'ils nous mettent dans le bras, puis etc. Vous perdez votre temps, là. Moi, j'y crois, là. OK? J'y crois autant que vous croyez l'inverse. Mais la différence, c'est que c'est drôle, les 7 millions de Québécois qui y croient sont pas mal moins agressifs pour tenter de faire vendre leur salade en tentant de vous convaincre, vous autres, là. Ceux qui veulent rien savoir. Puis en passant, ceux qui veulent rien savoir, vous réalisez que vous contribuez à garder le Québec dans certaines restrictions, avec certaines restrictions, tant qu'on n'a pas atteint 75 %. Fait que pour tous ces bien-pensants qui disent « je vais m'opposer au gouvernement parce que c'est moi qui ai raison », parce que ça n'a pas de bon sens les mesures de contrainte, vous réalisez que vous donnez raison au gouvernement de les maintenir. J'espère que vous comprenez ça. Alors, la bonne nouvelle, c'est que ils parlent bien fort, là. Vous parlez bien fort sur les médias sociaux, là, puis dans les lignes ouvertes, etc. Là. Vous parlez bien fort, là, ceux qui n'y croient pas pantoute, là. Mais une chance qu'il y en a 7 millions qui sont allés se faire vacciner.
Parce qu'à cause d'eux autres, vous aussi, vous allez retrouver une certaine liberté. Ce qui, par contre, ne règle pas tout. Et je vous ai expliqué que M. Legault a fait une bonne chose en dégommant, parce que c'est la première décision, là, en dégommant la ministre Danielle McCann, puis en nommant M. Dubé, mais c'est pas parfait. Puis dans le point de presse d'aujourd'hui, il y a des éléments qui reviennent, qui me font tiquer encore. Puis c'est ça, je vous disais que je vais parler du blanc et du noir, du chaud et du froid. Alors, le premier volet de ce que je voulais vous dire, c'est assez positif, merci. Je trouve que c'est une campagne bien réussie. Puis jamais on aurait pu prédire ça avec un réseau comme le nôtre. Maintenant, écoute, à la question encore du Canadien de Montréal. Moi, j'écoutais aujourd'hui M. Arruda. Ah, boy, oh boy, je veux dire, ça s'en vient, là. On va permettre plus que 2500, là, mais ça n'a pas de bon sens comment c'est le Canadien qui mène cette affaire-là, puis que les bars hier étaient ouverts plus tard à cause du Canadien, puis la science n'est plus là. Puis la preuve de cela, c'est il était dans tous ses états pour essayer de répondre, puis il se tiraillait sa chaise, mais il n'a jamais eu le courage, M. Arruda, même, ou la liberté, je devrais dire, de dire ce qu'il pensait. Il n'a jamais dit « Moi, ma recommandation, c'était l'affaire ». Pourtant, c'est ça qu'on veut du directeur de la santé publique. C'est quoi votre recommandation? Puis le gouvernement décidera. On revient dans le fameux discours des restaurants. Puis on veut savoir, vous êtes indépendant, c'est quoi votre recommandation? Non. Il patinait, puis bon, on en discute, puis le gouvernement fera des annonces en temps et lieu, mais vous savez, la situation évolue, puis ça va bien, toute de la bullshit, pour arriver à dire que c'est pas lui qui colle le shot, c'est le premier ministre, puis c'est organisé avec le gars des vues, puis le PM a dit à M. Arruda, je veux annoncer une ouverture à plus de monde, pauvres petits Canadiens, ils vont manger une volée à Vegas, fait que je voudrais être capable de mettre plus de... tu sais, c'est tout ça, je me souviens pas de la chanson. En tout cas, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ça vient... Bubble, 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 bubble. La deuxième chose... Non. La deuxième chose qui vient me chercher, c'est... Il y a eu un grand... Pas un débat, mais une discussion autour de l'AstraZeneca. Puis je vous explique pourquoi aujourd'hui. Alors, on a ouvert la deuxième dose plus rapidement pour l'AstraZeneca et Moderna, parce qu'on va recevoir du Moderna. Puis ça veut donc dire qu'on nous a annoncé qu'on diminuait les délais d'attente entre les deux doses de 16 à 8 semaines. Ce qui veut donc dire que les gens de 50 ans maintenant, 45 ans demain, etc., qui ont reçu du Moderna ou du AstraZeneca comme première dose peuvent recevoir la deuxième dose plus rapidement. Pourquoi? Parce qu'on a reçu des doses. OK. Et là, interviennent les journalistes, puis là, ils posent des questions sur la fameuse situation avec l'AstraZeneca. Puis plus qu'il parle, plus qu'il me fâche, Dr. Arruda, plus que je t'en maudis après, plus que je trouve qu'il m'a fourré. Puis il se défend, là. Puis il se défend, non, il fallait dans le contexte. Ah oui? Et voici ce qu'il dit. Oui, mais dans le contexte, on n'avait pas de vaccin, fait que les Québécois, les 500 000 nonos, pas ça qu'il a dit, les 500 000 Québécois qui ont pris le vaccin AstraZeneca, peut-être qu'il y en a là-dedans qui auraient eu la COVID, qui auraient été bien malades ou qui seraient morts. Fait que grâce à l'AstraZeneca, rapidement, ils ont sauvé leur vie. Peut-être. Il y a peut-être raison. Mais c'est parce que c'est pas ça le débat. Le débat, c'est le consentement éclairé. Le consentement éclairé, ça aurait été de dire, c'est pas mon premier choix. Mais si tu pognes la COVID, tu pourrais mourir. Fait que tu as le choix d'attendre parce que l'autre est meilleur, mais si tu veux te protéger plus vite, tu peux y aller. Pas ça qu'il a dit. Il a dit, ils sont tous pareils. Bullshit. Là, il recule aujourd'hui. Là, il fait semblant qu'on comprend pas, puis qu'on est des nonos, là, que là, oh oui, mais là, tu aurais pu mourir. Regarde, c'est pas ça, là. L'enjeu, c'est parce que tu m'as menti. La preuve. Aujourd'hui, quand il dit aux gens, parce qu'il s'est fait poser la question, qu'est-ce que vous répondez aux gens qui vous demandent, Dr. Arruda, est-ce que ma deuxième dose, si j'ai eu ma dose de AstraZeneca, la première dose, est-ce que ma deuxième dose, je devrais prendre du AstraZeneca? Et là, écoutez bien la réponse. Il est violent. Il dit, ça, c'est un choix personnel. Ben oui, on le sait. C'est quoi ta recommandation, grand médecin numéro 1 au Québec de santé publique? C'est quoi ta recommandation? Ben, il y en a qui disent que ça pourrait être meilleur si tu changeais vers le Pfizer ou le Moderna, mais tu risques d'être plus malade. OK, attends une minute, là.
Tu veux-tu dire que si je prends 2 doses d'AstraZeneca, ça risque d'être moins efficace qu'une dose d'AstraZeneca puis une dose de Pfizer? C'est ça que tu viens de dire aujourd'hui? Il y a des conséquences. Mais c'est ça que tu viens de dire aujourd'hui? Que ça va être moins, ça risque d'être moins efficace? Est-ce que c'est ça ou c'est pas ça? Puis est-ce qu'on peut l'expliquer au monde? Parce que là, aujourd'hui, c'est drôle. Il m'avait pas de l'air d'un gars qui poussait bien pour une deuxième dose d'Astra. Je me suis encore fait fourrer. Non seulement je me suis fait fourrer, puis ça m'a empêché d'avoir ma cortisone par way down, mais ça n'avait pas de l'air d'un médecin en chef qui disait prenez une deuxième dose d'Astra. Ah, décidez. Moi, je connais pas ça, pas bien mon opinion. Moi, hey, médecin en chef. Puis, ouais, mais ça a l'air que peut-être ça serait meilleur hein, si tu prenais le Pfizer. Tu vas être malade 2 jours, ouais, la grippe. Mais on a un médecin qui est incapable de se brancher. Puis qui dit qu'il faut qu'on lise entre les lignes. Puis moi, quand je lis entre les lignes, c'est que je comprends que 2 doses d'AstraZeneca, c'est moins bon que Pfizer puis AstraZeneca. Puis il n'a encore jamais répondu à la question. Je pense que je devine. Mais est-ce qu'il y a des pays dans le monde qui risquent de ne pas reconnaître que tu as été vacciné de 2 doses si tu as une mixité de doses? Ça, c'est une question importante pour moi. Que je pense que ça pourrait jouer dans ceux qui vont aller prendre des doses prochainement, quelqu'un qui est habitué d'aller à Cuba. Quelqu'un qui, une fois par année, va à Cuba. Si on lui disait, Cuba ne reconnaîtra pas, et Cuba exige que tu sois vacciné 2 doses, puis il ne reconnaîtra pas Astra puis Pfizer. Ça se peut-tu, ça? Si je suis dans le champ, puis c'est pas un enjeu, on peut juste le dire, puis ça va être fini, on va fermer ma gueule. Mais si, mettons que je disais ça, ou la France ne reconnaît pas Astra, Pfizer, Astra, Moderna, mettons. Puis l'autre question, c'est, est-ce que, éventuellement, en février prochain, si, mettons, on voit qu'il y a des problèmes, est-ce qu'on peut recevoir comme un 3e vaccin pour régulariser la situation? Mettons que quelqu'un prend un Astra puis un Pfizer, est-ce qu'en février prochain, je pourrais dire, OK, donne-moi une 2e dose de Pfizer, là, puis c'est fini? Est-ce qu'on peut en avoir 3? Est-ce que c'est possible? Fait qu'il y a encore beaucoup de questions à poser en lien avec ça. Puis, autant que je trouve que c'est extraordinaire comme campagne de vaccination, autant que je trouve que sur la question du AstraZeneca, sur la question du Canadien de Montréal, le gouvernement est excessivement faible. Puis au lieu de reconnaître qu'ils n'ont peut-être pas donné la meilleure information, puis qu'il y a des Québécois qui se sentent floués, puis même Dr. Arruda l'a reconnu un peu en disant « Ah, je reconnais qu'il y a des gens qui se sentent floués, mais ils ne devraient pas se sentir comme ça. » Ben voyons donc. C'est exactement comme ça qu'on se sent. Alors voilà. Alors, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Puis l'indice du jour aujourd'hui, ça va être le mot Dubé, comme dans Christian Dubé, parce que je pense qu'il fait une méchante bonne job à la santé. Un ministère impossible à gérer. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire. Merci d'avoir été là. Puis je vous retrouve demain pour un autre podcast, Les vraies affaires, zéro bullshit. OK, salut.